du site. On va laisser la parole maintenant à notre intervenante Mouchira pour qu'elle nous parle un peu de son parcours, de qui elle est, de la plateforme, puis de la conférence. À toi, Mouchira. Merci Laura. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Merci Laura pour l'introduction. Donc, je vais me présenter et je vous invite aussi à vous présenter dans le chat. Comme ça, Laura, elle me fait des feedbacks. Surtout, dites-moi si vous êtes dans des PME, dans des TPE, dans des startups, des étudiants, etc. Ça me permet d'adapter aussi nos échanges en fonction de ça. Donc, moi, c'est Mouchira, je suis docteur experte en intelligence artificielle. J'ai travaillé pendant 6-7 ans dans le secteur de l'énergie chez Engie pour piloter des projets autour de la data et de l'IA et imaginer surtout des solutions basées sur la donnée qui peuvent aider les métiers dans leur quotidien. Ensuite, je voulais voir d'autres secteurs. Donc, je suis aujourd'hui consultante en intelligence artificielle pour aider, accompagner les entreprises de toute taille sur leurs projets data IA pour écrire des belles histoires, imaginer des beaux projets. Et j'aime beaucoup aussi former les gens et transmettre ce savoir. C'est pour ça qu'en parallèle, je pilote une formation chez la plateforme, une formation autour de la data et de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui connaissent pas la plateforme, elle est basée à Marseille. C'est une école du numérique. C'est une école gratuite et inclusive. On forme des jeunes, des moins jeunes. On forme des gens qui sont en reconversion professionnelle, des personnes de tout horizon sur les métiers de la tech, du développement, de la data, du super, du cloud, etc. Là, on a 300 élèves, on vise 3000 élèves d'ici 2026 et surtout, c'est une pédagogie active. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof. Les étudiants, ils travaillent sur des projets et on aime beaucoup travailler sur des projets entreprises avec les étudiants. N'hésitez pas aussi si vous avez des projets, on reparlera à la fin. On peut aussi construire des projets avec les étudiants qui seront pilotés et encadré par des experts. Voilà pour moi. Donc, n'hésitez pas vous aussi à vous présenter. Laura elle fera le tour. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'intelligence artificielle et de la donnée destinée aux PME et TPE. Pourquoi? Parce que souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est réservé à des grands groupes ou c'est réservé à des startups, etc. Or, ce n'est pas le cas et on va le prouver ensemble durant ces 40 minutes. D'abord, dites-moi dans le chat, quand je vous dis l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction, est-ce que pour vous, c'est une idée reçue ou c'est une vérité? Est-ce que quand je vous dis intelligence artificielle, vous vous dites aujourd'hui, oui, mais l'IA, c'est de la science-fiction, c'est encore loin par rapport à nos métiers, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans 30 ans, dans 40 ans pour nous, ou est-ce que vous dites, bah non, pas du tout, c'est quelque chose qu'on utilise déjà. Et Laura, s'il te plaît, si tu peux me faire Oui, des retours s'il y oui, a des tout à quelques fait. réponses. Alors, dans le chat, on a quelques personnes qui se sont présentées. Merci à vous. On a Léa qui est dans le tertiaire et qui aimerait peut-être se Bonjour développer dans Léa. le côté de l'intelligence artificielle. On a Ryan qui a une marque de e-commerce, une petite marque et qui tend aussi lui à se développer et voudrait en savoir plus sur la data. Et Très pour bien. l'intelligence artificielle, on a un commentaire de Cassandra qui dit «Ça fait peur l'intelligence artificielle aujourd'hui». Qu'est-ce que tu Ok, penses de ça? très bien. Et ben voilà, je comprends tout à fait les craintes de Cassandra, mais je pense qu'elle va changer d'avis d'ici 40 minutes. On va voir ça ensemble. On a Donc, aussi Tedja qui vient de répondre qu'elle ouais, était ingénieure informatique qui travaille en tant que consultant SIRH. d'accord, ok, très bien. C'est pardon le prénom? Sejda. Ok, Sejda. Enchantée, Sejda, et on va parler aussi de l'ARH et de l'IA. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction? Non, c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans nos vies. Ça peut faire peur à quelqu'un, mais en tout cas, elle est là, elle existe, on l'utilise tous les jours et parfois sans même se rendre compte. La preuve, je vais vous demander de citer des applications à base d'intelligence artificielle que vous pensez utiliser dans votre quotidien. Je prends
un exemple, moi par exemple, je regarde beaucoup de films et de séries sur Netflix. Et Netflix, à chaque fois, il me recommande des choses qui personnalisées, qui vont avec mes goûts et ce que j'ai regardé. Et je suis convaincue qu'ils utilisent derrière des algorithmes de recommandation basés sur mes données, sur mon historique et sur de l'IA. Est-ce que vous utilisez ou dans vos quotidiens des applications que vous dites, elle est intelligente cette application, elle doit intégrer de la data et de l'intelligence artificielle? Alors, on a Sejda qui s'y connaît bien en intelligence artificielle qui a répondu Netflix, Facebook, Instagram, Amazon aussi. Et, On a, on a Lionel qui s'est présenté aussi, qui est e-commerçant. On a les réponses de Ryan qui nous dit TikTok, donc les réseaux sociaux, je pense, ouais. en général. On peut attendre quelques minutes si d'autres personnes veulent interagir. Mais oui, beaucoup de réponses dans le chat sur les réseaux sociaux. Très bien, et c'est tout à fait ça. Merci. Donc vraiment, c'est partout. Netflix, les réseaux sociaux, mais aussi LinkedIn et aussi Gmail. Vous savez, quand on commence maintenant à taper un email et puis hop, on a la suite de la phrase. On verra que ça utilise des outils d'intelligence artificielle. Quand on a des spams qu'on reçoit et puis que directement ils sont classés dans notre spam. Et c'est de plus en plus efficace cette solution. C'est aussi de l'IA, Waze, Amazon, bien sûr, pour les livraisons, etc. Donc, elle est partout, elle est dans notre quotidien. On l'utilise sans même se rendre compte. Et depuis aujourd'hui, de plus jeune âge, moi, j'ai un enfant de 4 ans et demi, il interagit avec Alexa comme si c'était tout à fait normal. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Bah, pour être honnête avec vous, il n'y a pas une seule unique définition. Par exemple, si vous allez maintenant, Laura, tout à l'heure, avant qu'on commence le webinaire, elle m'a dit que le sujet, ça l'intéresse vachement, qu'elle trouve ça hyper intéressant et qu'elle veut apprendre plus. Donc, Laura, si tu vas sur Google et que tu mets intelligence artificielle, tu vas trouver plus qu'une seule définition, des fois des définitions différentes, des fois complexes, ambiguës, etc. Parce que chacun, il a sa vision de cette intelligence artificielle. Ben, il y en a qui, par exemple, la définissent comme un ensemble de théoriques et de techniques pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des solutions, qui sont capables d'apprendre, qui vont apprendre au fil du temps et des données. Par exemple, Netflix, il va apprendre de nos données à mieux nous connaître. Donc, de l'historique de ce qu'on a regardé, il est capable de nous proposer autre chose. C'est des solutions qui peuvent être capables de faire de la perception, d'interpréter par exemple des images, des voix, etc. Je prends un exemple, par exemple aujourd'hui il y a des solutions qui peuvent détecter, et on verra tout à l'heure les exemples, des objets sur une image, donc ils sont capables d'identifier un vélo, d'une personne qui traverse la rue, d'une voiture. Donc, ces solutions, ils sont capables, comme nous, de faire de la perception et de la cognition, c'est-à-dire c'est des systèmes ou des solutions qui sont capables d'aboutir à des conclusions, de prendre des décisions. Par exemple, un système qui est capable de nous dire, pour un banquier, oui ou non, il doit accorder un prêt à ce client ou non. Donc, c'est des systèmes qui essaient c'est pas qui essayent, mais qui sont inspirés en tout cas de nos capacités et de nos intelligences. Je donne un deuxième exemple. Moi, comme j'ai travaillé beaucoup dans le monde de l'énergie et des bâtiments, des fois je me dis, ok, moi si je rentre dans une salle et que je vois qu'il fait froid dans cette salle, ben en fait, je vais dire, bah là, j'ai froid, la température, elle est pas très bien réglée. Je regarde tout semble OK. Le lendemain, je reviens dans la même salle et je vois aussi qu'il fait froid. Donc, je commence à apprendre qu'il y a un problème. Tous les jours, la température, elle me convient pas. Ça, déjà, j'apprends au fil du temps des données historiques qu'il y a un problème dans cette salle-là ou dans mon bureau. Ensuite, je peux faire de la perception. Je peux regarder, je commence à réfléchir, mais est-ce que le radiateur, il est enclenché? Est-ce que la température, elle est bien réglée? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui est cassée? Peut-être. Donc, je commence à faire de la perception. Ensuite, je peux prendre une décision. Je peux, par exemple, remodifier la température, c'est un problème de température. Fermer la fenêtre, c'est un problème de fenêtre ouverte. Si je trouve pas la solution, je peux appeler un technicien, etc. Donc, toutes ces étapes-là, aujourd'hui, je peux les remplacer par des systèmes, je peux les remplacer par des solutions basées sur l'intelligence artificielle.
je peux développer une solution qui apprend de l'historique de mon bâtiment, qui est capable de percevoir l'état de la température, l'état de la fenêtre, l'état de la radiateur et voir d'enclencher des actions, d'appeler un technicien ou de fermer ou de remodifier la température, etc. Donc voilà pour une vision de ce que c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans la théorie, mais sans rentrer trop non plus, parce que ce n'est pas le but de ce webinaire, c'est plus de vous donner quelques outils. Donc, quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très, très vaste. Et ce qu'il faut garder en tête de ce slide, c'est juste 4 points. Le premier point, c'est que dans l'intelligence artificielle, on peut trouver ce qu'on appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est des systèmes basés sur on va dire, des règles. C'est par exemple ce qu'on utilise historiquement dans les banques. Donc, c'est des règles métiers, ils demandent beaucoup d'expertise. C'est des règles, par exemple, si, alors, etc. Versus le machine learning. Le machine learning, c'est des systèmes qui sont basés sur de la donnée. On va entraîner des modèles avec de la donnée et ils sont capables de nous donner des réponses à partir de ce qu'ils ont vu dans ces données-là. Et dans le machine learning, il y a un sous-domaine qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est aussi des modèles qui utilisent la donnée, mais qui utilisent des modèles spécifiques qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Et ces réseaux de neurones artificiels sont inspirés de l'architecture de notre cerveau et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Donc voilà, machine learning, ça ne veut pas dire exactement intelligence artificielle, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning qui est basé sur des réseaux de neurones artificiels. Maintenant, pour vous expliquer un peu plus ce que c'est le machine learning, je vais prendre cet exemple. C'est un exemple, ce slide, je l'ai construit il y a peut-être 10 ans et il est toujours valable, je trouve qu'il explique bien. Quand on a un enfant, j'imagine que vous avez des enfants, des nièces, des neveux peut-être, etc. et que vous voulez lui apprendre à lire ou à écrire. Vous allez commencer par une phase qui s'appelle la phase d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va montrer à l'enfant les lettres, on va lui dire, regarde, ça c'est la lettre A, ça c'est la lettre B, c'est la lettre C. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, on va lui apprendre à lire les syllabes. Si je mets la lettre M avec la lettre A, ça fait ma. Elle avec eux, etc. Donc ça, c'est la phase d'apprentissage. Je vais montrer à mon fils ou à ma fille des exemples. Ensuite, je vais tester sa capacité à généraliser. C'est-à-dire, je vais lui montrer un mot qu'il n'a pas vu avant et je vais voir est-ce qu'il est capable de le lire correctement ou non. S'il lit des mots qu'il n'a pas vu avant correctement, je vais l'applaudir. Et bravo mon fils, tu as appris à lire et à écrire, félicitations. Et s'il est encore des difficultés, je vais revoir son apprentissage. Peut-être que je vais lui remontrer d'autres exemples de syllabes, de mots, etc. Quand on développe du machine learning ou des modèles de machine learning, on se base sur le même principe. On va d'abord présenter à notre modèle des données. Il va apprendre de ces données-là. Ensuite, on va le tester. On va lui présenter une nouvelle observation et on va voir est-ce qu'il nous donne le bon résultat ou pas. Si je veux que mon enfant, il apprend 2 langues, il faut que je lui présente des informations dans 2 langues ou des lettres et des syllabes dans 2 langues. Je ne peux pas lui présenter une langue et très peu de l'autre langue et lui demander d'être bilingue. C'est impossible. Pareil pour le modèle. Si je veux, par exemple, que mon modèle, il est capable de me prédire, je ne sais pas moi, des ventes pour les gens qui travaillent dans le e-commerce d'hiver, de printemps, pendant l'été, pendant l'automne, il faut que dans ma base de données, j'ai tout ça. Je ne peux pas l'entraîner avec des ventes que pendant une période et attendre du modèle qu'il soit performant pendant la période d'été. Donc, c'est très important la donnée et à quel point elle est riche en fait pour pouvoir avoir des modèles qui sont performants. Ça, c'est le premier point par rapport au machine learning. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un modèle de machine learning parce que depuis tout à l'heure, je dis oui, les modèles, les algorithmes, etc. On va prendre cet exemple. Imaginons que vous avez fait une reconversion professionnelle chez la plateforme et que vous êtes aujourd'hui data scientist. Et vous allez travailler sur un projet avec un conseiller immobilier qui a besoin d'une solution qui va lui permettre de prédire les prix d'une maison en fonction de la ville et de la surface.
l'agent immobilier, il vous donne cette base de données, il vous dit, bah, regardez, j'ai cet historique de données, j'ai les villes, j'ai la surface, j'ai le prix. Est-ce que vous pouvez me développer un modèle qui va me permettre de faire ça? Vous avez deux approches. Ou vous vous basez sur une approche de règle parce que vous avez une expertise dans le domaine de l'immobilier et vous êtes capable de dire, bah, si la maison elle est à Paris, elle a telle surface, alors le prix va être de ça. Ou alors vous dites, non, moi j'ai pas cette expertise-là, j'ai des données, je veux valoriser ces données-là et développer une solution de machine learning. Donc, vous pouvez entraîner un modèle de machine learning qui soit capable de vous prédire le prix en fonction de la ville et en fonction de la surface de la maison. Et comment il fonctionne ce modèle? C'est très simple. Un, le modèle au début, imaginons qu'on va écrire un modèle qui va prédire le prix en fonction de la surface, pour simplifier. Donc, on peut dire que le prix, c'est un coefficient fois la surface plus un deuxième coefficient. Les coefficients ici, on les appelle les paramètres du modèle. Au début, quand je donne les données à mon modèle au début de l'entraînement, il va fixer d'une façon totalement arbitraire ce A et B. Donc, on va se retrouver avec cette ligne rouge-là. Et plus le modèle apprend, plus il apprend et plus on l'entraîne et plus il va ajuster ses paramètres de façon à ce qu'il va trouver cette droite verte-là. Donc, c'est la droite qui va minimiser l'erreur entre le prix réel et le prix prédit. Pour simplifier, il faut voir un modèle de machine learning comme une machine avec plusieurs boutons et que vous voulez que votre machine, elle fonctionne bien. Donc, vous allez venir ajuster les boutons, regarder le fonctionnement de votre machine. Ah non, elle fonctionne pas encore bien, je réajuste les boutons. Un modèle machine learning, c'est ça, c'est des paramètres à ajuster en fonction des données pour minimiser les erreurs. Donc, voyez sur le principe, c'est pas très compliqué. Quand on parle de machine learning aussi, on a plusieurs types de machine learning. On parle de machine learning supervisé. Qu'est-ce que c'est le machine learning supervisé? Imaginons, je veux développer une solution pour me détecter est-ce que pour reprendre des exemples de vos métiers, par exemple pour Sejda, si on prend une solution qui veut détecter est-ce que c'est un bon CV ou est-ce que c'est un mauvais CV, eh ben, je peux entraîner un modèle avec des CV que je vais labelliser. Lui, c'est un bon CV, lui, c'est un mauvais CV, lui, c'est un bon CV, lui, c'est un mauvais CV. Ensuite, quand je vais présenter à mon modèle un nouveau CV, il est capable de me dire est-ce que c'est un bon CV ou non. Là, je parle de la classification. Je cherche à classifier les CV. Si je veux, par exemple, prédire un chiffre d'affaires, là, je parle de la régression parce que je cherche à prédire une valeur numérique. Et le troisième type, c'est quand on parle d'apprentissage non supervisé, c'est quand je cherche à trouver des patterns ou par exemple, je cherche à trouver des regroupements d'observations. Imaginons, par exemple, si je prends l'exemple de e-commerce, j'ai une base de données sur mes clients et je veux les segmenter, faire une segmentation client. Je peux donner ces données-là à un modèle de machine learning non supervisé et le modèle, il est capable de me regrouper les clients qui se ressemblent. Par exemple, il peut me dire, regarde cette famille de clients, c'est les clients qu'on risque de perdre. Ces clients-là, c'est vos clients fidèles. Ces clients-là, c'est les clients gold, etc., etc. Donc, on peut vraiment appliquer ces théories sur sur plein de use cases. Maintenant, je vais vous expliquer, on va dire, ma vie ou la vie d'un data scientist dans le cadre d'un projet d'IA. Si demain vous travaillez avec un data scientist sur un projet, sachez qu'il va d'abord vous demander vos données. Parce que s'il n'a pas les données, il ne peut pas vous développer une solution. Si vous voulez, par exemple, développer une solution, Ryan, pour prédire le score de satisfaction d'un client, eh ben, le data scientist va vous dire, bah, donnez-moi un historique sur vos clients. Il va préparer ces données-là, les traiter, etc. Ensuite, il va vous dire, OK, vous cherchez à faire une classification, à savoir si le client, il va vous quitter ou pas, ou à faire une prédiction, vous voulez prédire le score de satisfaction de vos clients, ou vous voulez plutôt faire une segmentation. Et donc, en fonction de ça, il va choisir l'algorithme. Ensuite, il va entraîner son algorithme avec les données que vous avez fournies, qu'il a préparées en amont. Ensuite, il va garder une partie des données pour tester l'algo. Est-ce que l'algo, il a les performances attendues ou pas? Et en fonction des performances obtenues, on va revoir les étapes d'avant. Donc, c'est un cycle vraiment très itératif et que demande beaucoup d'investissement, pas que du data scientist, mais aussi du métier, de l'utilisateur final
pour ajuster à chaque étape et pour arriver à une solution qui fonctionne bien et qui répond aux besoins. Un petit zoom rapide sur le deep learning puisque je l'ai évoqué dans le premier slide. Le deep learning, c'est quoi? C'est des modèles un peu plus complexes que les modèles de machine learning. C'est des modèles qui sont inspirés de l'architecture de notre cerveau parce qu'ils se présentent comme ça, en fait. Au final, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des neurones. Un neurone, on va dire, elle va faire un calcul et le résultat de son calcul, elle va l'envoyer au neurone suivant et ainsi de suite. C'est comme notre cerveau, il est construit comme ça. Et les neurones sont organisés sous forme de couches. Donc, on a une première couche qui va recevoir les inputs. Imaginons, on veut prédire le prix de la maison. La première couche, elle va recevoir ici la localisation, peut-être le nombre de chambres, peut-être la surface. Des couches intermédiaires qui vont faire plein de calculs et puis on aura un neurone de sortie qui va calculer le prix de la maison. Et ces modèles-là de deep learning sont utilisés dans tout ce qui est reconnaissance d'images. Ici, par exemple, c'est quelques exemples. On peut les utiliser pour détecter des objets, on peut les utiliser pour analyser des sentiments. Est-ce que la personne elle est contente ou pas? On peut les utiliser pour faire la classification des images dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est médical, radio, etc. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing. Et ces méthodes-là sont utilisées dans tout ce qui est données de type texte. On appelle ça des données non structurées. Pourquoi faire? Il y a plein d'applications. Ici, j'en ai mis quelques-unes, mais vous pouvez imaginer autant d'applications que vous voulez. On peut utiliser du NLP, par exemple, pour extraire des informations. Si, par exemple, j'ai des CV, je peux utiliser du NLP pour extraire des informations sur les skills, que ce soit soft skills ou hard skills. Je peux, par exemple, sur des fiches produits, extraire des informations sur mes produits. Je peux aussi utiliser du NLP pour faire l'analyse des sentiments. Sur un site de e-commerce, mes clients ou les utilisateurs, ils laissent des commentaires sur des produits, sur des services. Je peux analyser ces commentaires et voir si mes clients sont plutôt satisfaits des produits que je propose ou pas. Je peux aussi faire ce qu'on appelle de topic modeling. J'ai plein de dossiers dans mon entreprise et je veux les organiser selon des thématiques. On peut utiliser du NLP pour ça. C'est aussi utilisé pour tout ce qui est traduction, par exemple dans Google Traduction ou autre, et dans tout ce qui est chatbot aussi, les chatbots conversationnels entre guillemets intelligents, ils utilisent aussi du NLP. Et il y a énormément d'applications de ces techniques-là qu'on verra après pour des applications vraiment métiers entreprises. Une deuxième question pour vous, et Laura, s'il te plaît, si tu peux m'aider dans le chat. Donc, si je vous dis que l'intelligence artificielle, c'est réservé aux entreprises qui ont beaucoup de données, est-ce que vous me dites oui ou alors non? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est une vérité? Alors, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois déjà des vrais. C'est pour les entreprises qui ont Vrai. beaucoup de données, d'accord. Pour Ok. Cassandra, pour Léa, ouais, Mhm. des entreprises anciennes Très, qui très ont de la bien. Eh ben, maturité en tout cas. désolée Cassandra et Léa, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? On n'est pas obligé d'avoir des masses et des masses de données. Par exemple, si vous êtes une PME, que vous avez un logiciel de CRM et que vous avez une base de données sur vos clients, on peut déjà commencer à imaginer des solutions basées sur l'IA pour faire de l'analyse prédictive, pour faire du clustering, pour mieux connaître vos clients, etc. Et en plus, ces solutions d'IA, ils vont vous continuer à collecter de la data. Donc, on peut commencer à faire une solution d'IA sur un périmètre restreint avec les données qu'on a et puis faire évoluer cette solution et l'enrichir avec les données. Un autre exemple, si par exemple on développe un chatbot pour une entreprise, pour un site de e-commerce, certes au début on n'a pas beaucoup de données, mais on peut lancer l'application, on peut lancer la solution et au fur et à mesure que la solution vit, au fur et à mesure que ce chatbot il interagit avec les utilisateurs, on va enrichir cette base de données et on va continuer à développer la solution. Donc non, on n'est pas obligé d'avoir des masses et des masses de données. On peut commencer petit et petit à petit enrichir notre base de données et améliorer notre solution. Seul point d'attention, il faut accepter ce qui marche pas. C'est-à-dire, si la solution au début, elle n'est pas parfaite à 100%,
c'est pas grave. Si elle répond à 60%, 70% de notre objectif, on peut déjà la mettre en place et continuer à la faire vivre et à l'améliorer. Si dès le début on veut quelque chose de parfait, c'est sûr que ça marchera pas. Donc il faut voir ce qui marche, commencer par voir ce qui marche, être content de ce qui marche et puis améliorer ce qui ne marche pas. Voilà pour ce point sur les données. Donc, n'attendez pas si vous êtes une PME ou TPE d'avoir des masses de données. Et un autre point que j'ai oublié de dire, c'est que l'important finalement, c'est pas d'avoir des masses de données, mais c'est d'avoir des données de bonne qualité. Parce que si on a des tonnes et des tonnes de données, mais que nos données ne sont pas de bonne qualité, qui sont des données manquantes, on a des données qui étaient mal saisies, on a des données qui sont pas du tout là, des données qu'on récupère, mais qui sont pas, qu'on n'a jamais utilisées et qu'on n'utilisera jamais, ça sert à rien. Il vaut mieux dès le début construire des données fiables, des données de bonne qualité, une base de données exploitable, même si elle n'est pas énorme. Commencer par ça et continuer à collecter des données de bonne qualité, on gagnera énormément du temps. Parce que sachez que sur un projet de machine learning ou d'IA, moi quand je prends un projet d'IA de machine learning, personnellement, ou même j'ai demandé à plein de data scientists, etc., ben, la majorité du temps, 70% du projet, c'est la collecte, le pré-processing et l'amélioration de la qualité de données. Donc, vous imaginez si ça, vous le pensez en amont, si vous le faites en amont, le temps que vous gagnerez pour mettre en place rapidement une solution d'IA. Les grandes entreprises, ils ont des historiques de données de plusieurs et plusieurs années. Moi, j'ai travaillé chez Engie pendant 6 ans, je sais ce que c'est. Et on a l'impression, OK, parce qu'on a les données, bah, on va aller rapide et on va faire de l'IA, etc. C'est pas du tout le cas parce que sur ces masses de données, il y a très peu qui sont exploitables. Or, si on a fait l'inverse, on a réfléchi la data avant, on aura rapidement des résultats plus encourageants. Ensuite, ici, c'est les maturités en termes de data et de l'IA. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle un niveau descriptif analytique. C'est-à-dire quoi? Là, on va avoir nos données, on va construire nos données et ensuite, on va mettre en place des dashboards qui vont nous aider à mieux piloter notre activité, à mieux connaître nos clients, à mieux connaître nos données, à mieux connaître notre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un niveau 1 plutôt analytique. Et ce niveau, il est très, très important. Parce que si on a le niveau 1 qui est bien consolidé, bien construit, on peut rapidement aller ou viser le niveau 2, qui est quoi? Qui est le niveau prédictif ou prescriptif. Là, on va mettre en place des modèles de machine learning qui vont nous permettre, par exemple, de prédire notre chiffre d'affaires. Dans le niveau 1, on a tout un dashboard qui nous montre les chiffres d'affaires. Je peux zoomer sur l'année, je peux zoomer sur les clients, je peux faire appliquer plein de filtres. Et le niveau 2, OK, maintenant j'ai mes données, j'ai mes dashboards, je connais très bien mes données, ils sont consolidés, ils sont propres, ils sont de bonne qualité, ils sont utilisés aussi par des utilisateurs finaux, ils les connaissent bien. Maintenant, je peux viser le niveau 2 qui est, OK, je vais maintenant intégrer du prédictif, je veux un outil qui, en plus de me présenter le présent et de me donner des explications sur le passé, me prédire le futur, me dire sera quoi mon chiffre d'affaires dans un an, dans 3 mois, etc. Et le niveau 3, c'est là, on vise la science-fiction plutôt, c'est le niveau cognitif, c'est vraiment des systèmes autonomes. Par exemple, la véhicule autonome, des systèmes qui sont capables de prendre des décisions. Dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou vous n'avez pas du tout commencé le niveau 1. Si vous êtes au milieu, dites-moi 1, 2 ou 0, 1, etc. Alors, en regardant le chat, je vous laisse 30 secondes pour répondre. Bravo à Mike et à Chine pour les bonnes réponses, du coup, à ta question d'avant, Mouchira. Pour les questions un peu plus longues, comme Déborah, comme Emma, on aura du temps à la fin. Mais là, pour je pense qu'on est plutôt niveau 1, d'après vos retours. OK, très bien. Et très, très bien. Et c'est vraiment le cas de la majorité des entreprises aujourd'hui. Mais sachez que passer par ce niveau, c'est très, très important parce que c'est ce qui va nous permettre de travailler les données en amont. Ça sert à rien de vouloir rapidement ou directement faire du machine learning si nos données ne sont pas prêtes. Et si je vais vous présenter quelques use cases dans des entreprises.
L'IA, c'est partout. On peut l'utiliser dans la ressource humaine, dans la gestion des stocks, dans la supervision de la qualité, maintenance prédictive, etc. Donc, il y a plein d'applications dans les entreprises. Je vais vous montrer quelques-uns et puis n'hésitez pas dans le chat si vous avez quelques applications, si vous avez vu quelques applications liées à vos métiers ou vous voulez des use cases liés à vos métiers, à me le dire. On peut en discuter aussi à la fin. Ça, c'était juste une sélection. Donc, on peut utiliser l'IA pour tout ce qui est marketing, relations clients, mieux connaître les clients, personnaliser nos offres, personnaliser nos produits, maintenir une relation client augmentée, etc. On peut l'utiliser aussi pour faire de la performance opérationnelle. On va, par exemple, automatiser des processus. On va mettre en place des outils d'aide à la décision destinés, par exemple, à un chargé de clientèle. On peut faire de la prédiction financière, etc. Et on peut utiliser l'IA pour tout ce qui est production qualité, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance prédictive sur nos machines, contrôle de qualité, etc. Et si quelques projets, par exemple, on peut mettre en place des solutions, et ça existe aujourd'hui, c'est pas des projets fictifs, qui vont aider, par exemple, un chargé de clientèle de mieux connaître ses clients. Cette solution, elle va faire quoi? Elle va se baser sur des données CRM, sur l'historique de churn et de conversion de vos clients, et elle va apprendre, par exemple, les clients à risque, les clients qui risquent de quitter l'entreprise. Du coup, derrière, quand le chargé de relations client, il va avoir une conversation avec le client en face, on peut lui envoyer une notification pour lui dire, attention, ce client, il risque de, vu son historique, vu ce qu'on a vu avant, il risque de nous quitter. Donc, ce client à risque, il est identifié de façon à ce qu'on va adapter notre offre commerciale. Ça, c'est par exemple, des applications qui ne sont pas très compliquées à mettre en place. Une autre solution ou une autre application, c'est autour de tout ce qui est ciblage marketing personnalisé. Là, par exemple, c'est une startup qui s'appelle Tiny Close, ou des signaux faibles ou petits, qui a travaillé avec un client pour quoi faire dans le e-commerce, pour en fait voir ou détecter des signaux faibles sur les habitudes d'achat. Et ils ont travaillé sur des modèles de machine learning et ce qu'ils ont détecté, c'est que pendant certaines périodes, par exemple pendant les fêtes ou pendant Noël, il vaut mieux envoyer des articles d'hommes pour des femmes que l'inverse. C'est-à-dire que les femmes, pendant les fêtes, elles achètent plus des articles destinés à des hommes, comme quoi elles sont généreuses et elles offrent plein de cadeaux. Donc voilà. Le deuxième application, c'est tout ce qui est chatbot. Aujourd'hui, dans les sites de e-commerce, dans plein d'entreprises, on met en place des chatbots qui sont capables de dialoguer avec nous. Alors les chatbots, tout n'est pas des chatbots intelligents. On peut trouver des chatbots tout simples avec des scénarios prédéfinis et je trouve que c'est une bonne base pour commencer, c'est-à-dire c'est des scénarios qu'on définit. Et si le client il pose cette question, alors il a telle réponse, sinon il a telle réponse. Moi par exemple, j'ai travaillé sur un projet comme ça destiné au RH, c'est-à-dire pour un nouveau arrivant dans l'entreprise, généralement on a plein de questions sur les congés, sur la mutuelle, sur je sais pas moi, telle personne elle appartient à tel service, qui contacter en cas de. Et souvent, on s'adresse beaucoup aux RH, en fait, on les sollicite énormément. Ils sont sympas, ils nous répondent, pas de souci, mais ça leur prend énormément du temps. Donc, on a travaillé sur un chatbot comme ça, où quand un nouveau arrivant, il vient, du coup, il peut poser toute cette question et le chatbot, il l'oriente vers les bonnes personnes directement. Il y a des chatbots un peu plus évolués, un peu plus, on va dire, intelligents, c'est des chatbots conversationnels qui vont utiliser du NLP pour, on va pas prédéfinir le scénario, mais ils vont, eux, comprendre, quand on écrit une phrase, ils vont comprendre le sens. Par exemple, des chatbots pour, je sais pas, faire du booking, réserver un billet. Si par exemple, je lui dis, je veux partir à telle destination tel jour, il peut, lui, me proposer des choses et me réserver les billets. Il peut comprendre mon humeur, le contexte. Si je lui donne, par exemple, quelle température il fait à Lyon, il peut me répondre. Si je lui dis, est-ce qu'il y a un restaurant qui est ouvert, il va comprendre que je parle toujours de Lyon. Donc ça, c'est des chatbots un peu plus évolués que les chatbots basés sur des scénarios. Et c'est des chatbots qui continuent à s'améliorer, c'est-à-dire ils vont apprendre tout au long des conversations. On va
pouvoir les améliorer et les adapter. Un autre exemple ici, c'est dans tout ce qui est classement de documents. Imaginons, vous travaillez dans une entreprise où vous recevez des documents sur vos clients. En l'occurrence, ici, c'est une assurance et reçoit des dossiers avec 10 types de documents, passeport, livret de famille, RIB, certificat, etc. Et la personne qui travaille dans ça, elle passe énormément du temps à classer ces documents-là pour chaque client. Donc, je vous laisse imaginer le temps que ça lui prend. Donc là, c'était un projet qui était développé en 3 mois. On a pris 3000 de documents, on a entraîné un modèle basé sur des réseaux de neurones sur ces documents-là, qu'on a labellisé et du coup le modèle après, il était capable de classer ces documents-là automatiquement, ce qui avec une précision de 94%, ce qui est pas mal du tout. Donc vous voyez, c'est le genre de projet que vous pouvez mettre rapidement en place. Donc là, c'est vraiment des détails sur le projet. Donc voilà, 10 documents. Ici, c'est les techniques qui ont été utilisées, mais vraiment rapidement, des résultats encourageants ont été obtenus. Tout ce qui est aussi automatisation de traitement de factures de paie. Donc, on peut aussi utiliser des techniques de NLP pour automatiser ça. Là, actuellement, je travaille sur un projet avec une start-up qui veut détecter les défauts sur les factures de paie. C'est-à-dire au début des premiers mois d'un employé, des fois, il y a plein de fautes sur les factures de paie et donc on utilise de l'IA et du NLP pour détecter les anomalies sur les factures de paie, ce qui permet à l'arrache voilà, de ne pas passer énormément du temps avec des allers-retours. Donc, on peut extraire des informations, les comparer et dire s'il y a des anomalies ou pas. Ici, c'est aussi un projet qui a été rapidement mis en place et ça, c'est pour classer automatiquement les emails. Donc, à partir de son email qui était catégorisé, par exemple, par, on va dire, thématique, il y a des modèles qu'on peut entraîner avec ces emails-là et le modèle, à la fin, il est capable, par exemple, de dire, de classer ces emails automatiquement, ce qui permet vraiment de gagner du temps. Là, en l'occurrence, ils ont estimé le temps gagné à 2 heures par jour. Dans la finance, on peut utiliser beaucoup les algorithmes de machine learning et de l'IA et les banques, franchement, ils sont pionniers dans ce domaine. Ils mettent de plus en plus d'applications. Par exemple, pour détecter la fraude, on peut entraîner un modèle avec un historique de clients et puis identifier est-ce que ce client, il risque de frauder ou il a fraudé ou pas. Aussi, dans tout ce qui est inclusion financière, vous savez, des fois, on refuse des prêts à des gens qu'ils peuvent être recevables parce qu'on se base sur des features, on va dire, ou sur des variables historiques comme l'âge ou la situation professionnelle, etc. Et on manque de croisement de plein de variables qui peuvent être déterminantes. Donc aujourd'hui, on met des outils de credit scoring qui vont utiliser beaucoup d'autres variables. On va enrichir nos données avec d'autres variables et qu'on peut à la fin inclure ces personnes-là dans le système financier, leur accepter des prêts. Or, si on n'utilise pas ces méthodes-là, leur dossier il était automatiquement refusé. Un dernier exemple, c'est dans la maintenance prédictive. Ici, c'est aussi des modèles de machine learning qu'on peut utiliser pour prédire ou anticiper les pannes sur nos machines. Si on a un historique sur le fonctionnement de nos machines, on peut détecter ou anticiper quand la machine elle va tomber en panne. Par exemple, notre machine, elle risque dans une semaine de tomber en panne par rapport à son historique de fonctionnement. Ou alors, attention, il y aura un risque de panne dans les 2 mois qui arrivent. Alors que historiquement, on fait plutôt de la maintenance préventive, c'est-à-dire on programme des visites sur site tous les mois ou tous les 2 mois selon les équipements. Voilà, c'est quelques exemples. Dites-moi aussi dans le chat si vous avez d'autres exemples ou si vous voulez d'autres exemples liés à vos métiers, n'hésitez pas. Une autre question, l'IA, ça coûte cher et c'est compliqué. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est une vérité? Alors, encore une fois, on vous laisse interagir dans le chat avant de répondre à toutes vos questions.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans un projet IA machine learning, ok, vous vous dites, on veut bien tester. Est-ce que la première idée qui passe peut-être, vous dites, non, mais ça va nous coûter cher à l'entreprise, et puis c'est compliqué, on va pas s'en sortir. Alors, on a Lionel qui dit non, mais on a Emma qui dit ça nécessite beaucoup de formation. Lionel a ajouté c'est pas cher, mais ça reste compliqué. Mike qui nous dit ça Mhm, me paraît très complexe. mhm, ok, Voilà. On a un très peu bien. peur de l'IA. Donc, Arthur qui dit soit trop cher pour déléguer, soit trop long pour acquérir les compétences. très bien. Merci pour vos réponses. Euh, moi, je dis quoi? Moi, je dis tout ça, en gros. Je dis ce que vous dites, mais autrement. C'est-à-dire, cher, oui et non. Aujourd'hui, il y a par exemple des solutions clés en main dans le cloud qu'on peut, qui coûtent pas trop cher, qui sont de moins en moins chères aussi, qu'on peut rapidement prendre en main et utiliser. Donc, c'est pas long. On peut rapidement prendre en main ces solutions-là. Aussi, il y a des solutions open source. Aujourd'hui, si vous prenez un data scientist, il peut utiliser des solutions qui sont à volonté et qui sont en open source et qui coûtent rien du tout. En plus, il y a de plus en plus de solutions de bibliothèques et plus en plus de communautés de data scientists qui partagent les best practices, qui partagent leur retour d'expérience sur des projets. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez aussi lancer des petits projets pour commencer avec des étudiants. Par exemple, nous, à la plateforme, on travaille avec des PME, où ils vont nous décrire le projet et moi, je prends ce projet-là et je mets 4 étudiants sur le projet et à la fin de 2 mois ou un mois, on vous livre une solution qui marche. Donc, ça peut être un bon début pour tester vos données, vos capacités et votre maturité à, euh, à l'IA. Et donc, pour revenir à Emma, et c'est une très bonne réponse, oui, vous pouvez faire de l'IA, mais voilà la démarche. Il y a démarche de formation et d'acculturation, ça c'est très important, de comprendre pas que ce que c'est l'IA, mais surtout qu'est-ce que je peux faire avec et comment je peux améliorer ma productivité, comment je peux créer de la valeur, du business avec de l'IA. Ensuite, la deuxième étape, c'est vous dites, OK, maintenant j'ai compris ce que c'est, je suis convaincue, je vais venir imaginer des use cases dans mon entreprise. Mais du coup, on ne peut pas lancer tout en même temps. Sinon, oui, ça va coûter cher et ça va être lent. Donc, il faut prioriser les use cases. Et là, vous pouvez vous rapprocher d'experts d'IA qui vont vous aider à analyser vos processus et pointer les différentes opportunités. Ensuite, vous pouvez trouver des partenaires, peut-être des écoles, peut-être des startups, etc. En préparant ce workshop, j'ai trouvé ce site que j'ai trouvé assez intéressant qui s'appelle Démarrer vers l'intelligence artificielle pour les PME. Je vous enverrai le lien après ou Laura, il vous enverra. Mais franchement, c'est très intéressant. Il y a quoi? Il y a des témoignages de plein de PME, TPE qui sont lancés dans l'IA où ils décrivent comment ils ont fait, les projets, leurs partenaires, etc. Il y a aussi plein de ressources gratuites et des formations gratuites pour commencer l'IA. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est un petit exercice ou un petit questionnaire auquel vous répondez et qui vous dit à la fin si vous êtes prêt à l'IA ou pas. Donc, je vous enverrai le lien après, mais voilà, je vous invite à le consulter. En plus, il y a de très beaux témoignages sur le sujet. Enfin, pour finir, voilà quelques points à prendre avec vous. Donc, on a parlé du machine learning. On a dit, si vous vous n'avez pas de données, vous pouvez pas vous lancer. Donc, commencez d'abord à collecter vos données, à les collecter d'une façon intelligente pour avoir des données de bonne qualité, que vous pouvez utiliser l'IA aussi pour des données non structurées comme les images, les textes. Je suis sûre que vous avez plein de documents dans vos structures et que vous pouvez aussi extraire de la donnée et de l'information et valoriser ces richesses-là. Il y a plein d'applications, on peut imaginer plein d'applications ensemble. Et enfin, l'IA, ce n'est qu'un mécanisme d'innovation qui, comme tous les autres, doit partir de cas d'usage. Donc, partagez surtout vos cas d'usage et partagez les bons use cases. Ça doit pas être un chantier à part entière pour votre PME. Ça doit être une technique pour aller chercher des bénéfices selon la situation et les besoins. Donc, surtout, ne prenez pas des data scientists ou des stagiaires à mettre de côté et leur donner des données et leur dire, vas-y, faites-moi, créez-moi de l'IA. Ça ne marchera pas. Il faut que ça soit
un travail d'équipe, un travail avec les métiers. Il faut que ça soit à partir de vos besoins pour que ça fonctionne. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'abord de trouver ce qu'on cherche, où est le pain point et qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin. Et à la fin, sachez que aussi, quand on est PME ou TPE, c'est qu'on a une structure vraiment très souple qui nous permet vraiment de se lancer et de s'adapter rapidement aux différentes modifications autour de cette technologie. Donc voilà pour moi. Merci en tout cas pour votre écoute, pour vos réponses dans le chat. Et s'il y a des questions, je suis là pour vous répondre. Alors, super. Du coup, là, on va pouvoir répondre à toutes vos questions, comme vous avez été très actifs dans le chat. On va commencer par la question de Déborah, parce que je pense qu'elle touche un certain nombre d'entre vous. Donc, Déborah nous dit, lorsqu'on a un e-commerce, comment intégrer l'IA? Quels sont les logiciels à utiliser pour gérer son entreprise? Proposer des produits orientés vers une cible de clients, par exemple. Très bien. Je vais répondre à Laura. Je vais donner un exemple de projet. Moi, par exemple, si j'ai travaillé sur un projet comme ça, il y a deux projets qu'on peut lancer. Le premier projet, par exemple, c'est tout ce qui est segmentation de clients. J'ai travaillé avec un client où il avait plein de données sur ses clients et où il proposait des services, on va dire, à ses clients. L'objectif était quoi? Collecter les données des clients d'abord, par exemple combien de fois ils visitent le site, qu'est-ce qu'ils achètent, le genre de, je sais pas, de commentaires qu'ils laissent, est-ce que c'est des anciens clients historiques, est-ce que c'est des nouveaux clients. Voilà, collecter toutes les données, toute la richesse de ces données qu'on connaît sur nos clients. Ensuite, on peut intégrer une solution. Par exemple, on prend ces données-là. La première étape, on a dit, c'est le niveau 1. C'est par exemple utiliser des logiciels pour faire du reporting. Donc, on va avoir un joli dashboard pour la personne qui travaille dans l'entreprise, que ce soit dans le marketing, etc., pour mieux connaître les clients. Je peux rapidement zoomer sur un client, je peux rapidement savoir les clients qui viennent le moins souvent, je peux les relancer, etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est utiliser du machine learning pour faire une segmentation client. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, je suis capable, avec du machine learning, de segmenter, d'avoir des clusters de mes clients. Je viens travailler avec le marketing pour venir labelliser ces clusters-là, donc mieux connaître ces clusters-là et derrière, je peux adapter, je sais pas moi, mes mails, je peux adapter mes produits, je peux adapter mes communications en fonction de ces clusters-là. Ça, c'est un des projets qu'on peut lancer dans le e-commerce. Le deuxième projet, c'est tout ce qui est analyse de sentiments. Sur les sites de e-commerce, les clients, ils laissent des commentaires, ils laissent peut-être des questions, etc. Et on peut utiliser des techniques de NLP, de Natural Language Processing, pour, par exemple, analyser ces sentiments-là, analyser ces commentaires-là pour mieux connaître les clients et du coup, mieux les adresser. D'accord. Et vous avez question, des Laura? exemples de logiciels pour qu'ils puissent Il les y a utiliser il y a plein d'outils. Alors, en IA, vous avez des outils en open source. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui s'y connaît dans le développement Python. Moi, par exemple, dans la formation, je forme des gens sur du Python, sur de l'open source. On peut faire des solutions en Python, lancer des solutions en Python, que ce soit la visualisation ou la segmentation. Et puis, il y a des plateformes clés en main disponibles sur le marché pour aussi faire ça. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse très claire. On a Sejda qui nous demande comment savoir que les données qu'on a collectées sont fiables, en fait, sur la fiabilité des données. Très bonne question, Sajda. Il y a des techniques aujourd'hui qui vont nous permettre de faire ça. Il y a ce qu'on appelle du EDA ou Exploratory Data Analysis quand je reçois moi les données. Par exemple, quand je travaille avec un client, je travaille avec des clients de différents secteurs. Moi, on me donne les données. La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser des visualisations ou des techniques pour valoriser la qualité de mes données. Par exemple, je vais détecter déjà le pourcentage des données manquantes. Est-ce que j'ai des données manquantes? Ensuite, est-ce que quand cette donnée, elle manque, est-ce qu'il y a une autre donnée qui manque au même moment? Si oui, pourquoi? C'est pour ça que l'échange avec le métier, c'est très important en fait pour avoir des réponses. Ensuite, est-ce que cette colonne là où j'ai 60% des données manquantes, elle est inutilisable? Est-ce que si je les supprime, est-ce que ça impacte les résultats ou pas? Donc ça aussi, c'est un échange à savoir. Ensuite, je peux utiliser des techniques pour voir est-ce que j'ai des données aberrantes, est-ce que j'ai des données qui sortent du lot. Et si oui,
Est-ce que c'est des données qui étaient mal saisies? C'est-à-dire, je sais pas moi, des fois je travaille sur des projets dans le RH, année d'ancienneté, 100 ans. C'est impossible. Donc là, déjà, je sais que voilà. Ou des fois, tu as des gens où c'est 40 ans d'ancienneté ou 45 ans. Il faut juste que je vérifie si c'est le cas ou pas pour garder la donnée ou pas. Je dois voir si j'ai des données qui sont dupliquées et si oui, pourquoi, etc., etc. Donc ça, il y a vraiment des techniques spécifiques pour le faire. Un data scientist, il peut le faire. Enfin, c'est pas qu'il peut le faire, il doit même le faire. Donc, pour évaluer la fiabilité des données, on utilise des techniques pour évaluer la fiabilité des données. Et encore une fois, l'idéal, c'est vraiment d'assurer une bonne qualité de données et surtout, s'il y a un point peut-être que j'ai pas mentionné pendant la présentation, c'est désiloter la donnée. Souvent, dans une entreprise, on va trouver les données RH à part, les données marketing à part, les données finance à part, les données production à part. Et c'est dommage parce que si on met tout ça ensemble dans une seule base de données ou dans une seule plateforme, on peut créer plus de valeur et on peut avoir accès rapidement à la donnée. Très clair, merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question, Selja. On va maintenant prendre l'exemple de Gaspard qui vous demandait quelques illustrations en fait de l'utilisation, mais pour un domaine du luxe, parce qu'il voudrait garder un site haut de gamme et avoir des suggestions en fait appropriées. Ok, pour un domaine de luxe, un site de haut de gamme. Des suggestions, ça peut être aussi par exemple, de personnaliser les produits proposés en fonction des clients. En fait, il y a plein d'applications qu'on peut imaginer. Ça peut être aussi de créer de contenu avec de l'IA, mais de contenu personnalisé. Ça peut être aussi utilisé, par exemple, tout ce qui est traitement d'image pour tout ce qui est création, je sais pas moi, de photos sur le site, etc. Tout à l'heure, j'ai regardé une application qui crée même des logos et qui est basée sur l'IA et c'est vraiment très créatif. Voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses. Super, merci. On espère que ça te donne quelques indications, Gaspard. Donc, pour les autres questions, je remonte dans le chat pour voir dans un ordre chronologique Oui. Dans le secteur tertiaire, par exemple, quand on gère un commerce en ligne, par exemple pour les esthéticiennes qui ont besoin d'un calendrier, donc je prends le cas de Emma, Mhm. que conseillez-vous comme logiciel qui utilise l'intelligence artificielle? Même réponse que tout à l'heure. En vrai, il n'y a pas un seul logiciel qui utilise l'intelligence artificielle. C'est une techno qu'on peut intégrer par exemple, si vous avez classiquement un logiciel sur lequel vous travaillez pour prendre vos rendez-vous, etc. OK? Ce logiciel, il va utiliser des données parce que vous avez les noms de vos clientes ou de vos clients. Vous avez, par exemple, à quelle fréquence ils viennent, quelle date ils annulent, s'il y a des annulations. Donc, vous avez une richesse qui est dans ce logiciel utilisé classiquement et quotidiennement par vous. Donc ça, on a les données. Ensuite, on va prendre ces données-là et on va venir développer des briques un peu plus intelligentes qui vont peut-être vous dire attention, je sais pas moi, le vendredi midi, vous risquez de ne pas du tout avoir de la place. Ou attention, telle cliente, elle risque d'annuler. Ou attention, vous n'avez pas assez de salariés ce jour-là par rapport aux rendez-vous qui sont pris. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un seul outil. Tout ça, on peut le développer et comme je l'ai dit, il y a des outils open source, donc on peut utiliser des outils qui sont disponibles en open source. C'est comme par exemple le logiciel Python, il offre plein de bibliothèques qu'on peut utiliser pour développer des modèles, pour prédire ou pour des modèles pour faire de la classification, etc. Comme il y a des plateformes clés en main sur le marché, qu'on peut injecter nos données et puis utiliser des modèles pour les entraîner et pour qu'ils nous donnent, par exemple, améliorer les plannings ou des solutions pour prédire le nombre de clients tel jour, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un seul outil, il y a un panoplie d'outils possibles. Il faut savoir juste qu'il y a des outils open source,
ces outils-là nécessitent des gens formés sur ces outils-là. Moi, par exemple, voilà, on intègre dans la formation plein de projets sur Python parce que c'est d'open source, parce que c'est très utilisé, parce que c'est gratuit, etc. Mais on intègre aussi des plateformes clés en main parce que OK, c'est pas open source, donc on paye, mais en même temps, ça nous garantit qu'on va rapidement, parce qu'on n'est pas obligé, si vous voulez, de développer le modèle from scratch, ligne par ligne. C'est des modèles packagés, clés en main, disponibles. On les utilise avec des clics. Je sais Très pas si clair. j'ai répondu à votre question, Emma. J'espère en tout cas. Répondez dans le chat si c'est bon pour vous. Donc, dans les dernières minutes, je suis désolée pour les dernières questions, par exemple Lionel et Ryan, mais on va prendre la question de Clara puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, qui nous demande, l'IA évolue tellement vite, est-ce que cela vaut le coup de se former ou faut-il payer un expert? Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est bien de se former. Ça dépend ce que vous faites en fait dans la vie. C'est bien quand on a une entreprise, quand on est dans l'entreprise, de se former pour comprendre. Parce que même si vous payez un expert, vous devez payer un expert. Si vous voulez développer une solution, que vous n'êtes pas data scientist, bien sûr que vous voulez faire appel à un expert. Mais par exemple, pour dialoguer avec cet expert, pour travailler avec lui, pour lui expliquer ce que vous voulez, pour interpréter et prendre de recul par rapport à ce qu'il vous propose, c'est bien de se former. Nous, par exemple, à la plateforme, on propose des formations qui est des formations destinées à grand public dans les entreprises pour les former à ce que c'est l'IA, qu'est-ce que vous pouvez créer avec et surtout vous donner des use cases inspirants par rapport à vos métiers à vous, comme ça vous pouvez vous projeter, vous donner des clés sur attention sur ce point-là, voilà le projet IA, comment vous devez le gérer, etc. Donc ça, c'est important de suivre ce genre de formation. Maintenant, l'expert, si vous voulez développer une solution basée sur l'IA et que vous n'êtes pas expert en IA, bien sûr que vous devez payer un expert. Donc, il y a les deux. Super, merci beaucoup pour toutes vos réponses et votre dynamisme, Mouchira, parce que ça va conclure cette session de Merci, c'est webinaire. gentil. Donc voilà, on remercie la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent sur leur site aussi. Donc cela conclut le webinaire d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur le e-commerce et que vous voulez continuer votre formation, vous pouvez aussi aller sur le site de l'accélérateur du numérique pour suivre nos modules. Le webinaire sera aussi disponible en replay dans un mois. Merci à tous d'avoir été aussi présents et aussi actifs dans le chat. Ça nous fait vraiment plaisir. Sajda qui demande si la présentation sera disponible. Peut-être que si vous rapprochez de la plateforme et de Mouchira, vous pourrez avoir les Avec slides. grand plaisir, avec grand plaisir, je laisse Laura vous communiquer mon email et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des projets, si vous voulez des formations, si vous voulez la présentation, avec grand plaisir. Super, merci beaucoup encore Mouchira. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction aussi qui vous sera envoyée à la fin de ce webinaire. À bientôt pour une prochaine session Merci de à webinaire vous et à demain. bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.